Dès le début du conflit, les Alliés ont investi d'énormes moyens pour dominer les cieux. En 1944, voyant le rapport de force s'inverser, les Allemands mettent au point une stratégie dans le but de compenser le manque d'efficacité de leur armée de l'air, surtout en ce qui concerne les bombardements à longue distance. Ils lancent une opération ayant pour but de saper le moral des Anglais et ralentir l'effort de guerre. 35 000 bombes volantes sont élaborées et fabriquées par des détenus dans les camps de concentration. Les V1, puis V2, qui filent à plus de 600 km/h, terrorisent le ciel. Le commandant en chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, est Hermann Göring. Il demeure durant tout le conflit très populaire auprès des Allemands et est d'ailleurs désigné successeur de Hitler. Néanmoins, il commet de nombreuses erreurs de jugement qui lui attirent les foudres du Führer, qui doit se résoudre, face à sa popularité malgré tout constante, à ne pas le limoger. En 1940, il convainc Hitler d'arrêter les divisions blindées aux portes de Dunkerque, affirmant que son aviation pourra suffire à exterminer le restant des troupes anglaises qui évacuent. Il n'en saura rien. Plus tard, en 1943, il affirme que son aviation peut ravitailler par les airs la 6e armée assiégée à Stalingrad. Pour l'anecdote, Hermann Göring avait un frère, Albert, qui rejeta dès le début l'idéologie nazie pour entrer en lutte contre le régime de son frère. Imitant sa signature, il parvient à faire libérer des Juifs du camp de Dachau. Plus tard, alors qu'il est directeur des exportations dans les usines Skoda, il encourage le sabotage et tisse des contacts avec la résistance tchèque. Il sera arrêté à plusieurs reprises pour ses agissements, mais usera toujours de la notoriété de son nom de famille pour se faire libérer. On estime le nombre de personnes sauvées à 100. Il ne sera jamais reconnu pour ses actes. Sur le vieux continent, l'Union soviétique assume seule le front de l'Est. Staline instaure l'ordre numéro 270 suivi par le 277 qui fait fusiller le moindre déserteur avec pour mot d'ordre « pas un pas en arrière ». Les civils sont les victimes collatérales des affrontements. Le but des Allemands est de fatiguer les Soviétiques, de gagner par l'usure, en détruisant d'abord leur centre militaire puis économique. Hitler, dont l'armée progresse dans un premier temps inexorablement, du nord vers le sud, modifie sa stratégie. En effet, le constat est sans appel, les Soviétiques reculent de plus en plus, ce qui est le signe que la victoire est proche. Au lieu de développer sa tactique militaire initiale, qui était établie étape par étape, Hitler impose à ses troupes d'appliquer son plan simultanément. Il divise une partie de ses troupes, qui devaient prendre la direction de la mer Morte pour s'emparer des ports, et les dirige vers les rives de la Volga, pour s'emparer de Stalingrad. Une victoire symbolique pour les Allemands, car elle porte le nom du dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline. Le problème, c'est que les unités allemandes se retrouvent séparées les unes des autres, affaiblies, sans le soutien de l'armée de l'air pour les défendre car trop dispersées, la Wehrmacht perd en efficacité. En face, même si les difficultés de l'armée rouge sont indéniables, le changement de tactique des Allemands leur permet de mieux se réorganiser pour reprendre la lutte. Il est évident que si Hitler avait maintenu son plan d'attaque initial, les Soviétiques n'auraient pas pu se réorganiser et reprendre le dessus. La bataille de Stalingrad s'étale sur 6 mois, où les Soviétiques ne lâchent pas un centimètre aux Allemands. Une guerre urbaine qui se compose d'offensives et de contre-offensives successives, de luttes parfois à main nue dans les rues, couloirs, escaliers de la ville. L'armée allemande, pourtant mieux équipée, peine à prendre le contrôle. Des tireurs d'élite soviétiques, redoutables, souvent des femmes, sèment le chaos. Tout le peuple est sollicité, de 16 à 65 ans. Ceux qui refusent sont considérés comme déserteurs. La Wehrmacht, manquant d'approvisionnement en carburant, munitions, nourriture, finit encerclée. Affamée, elle doit se rendre. La ville est complètement rasée par le conflit, mais reste la possession de l'URSS. Le bilan est considérable. 1 300 000 Soviétiques perdent la vie pour maintenir la ville. 400 000 Allemands meurent. 300 000 civils. Stalingrad représentait un symbole autant pour Hitler que pour Staline, et la frénésie qui en découla fit de nombreux ravages. Les Allemands perdent leur première bataille. Les communications sont coupées avec les autres unités allemandes qui doivent de ce fait battre en retraite et reprendre leurs positions telles qu'elles étaient avant l'offensive. Le cours de la guerre va peu à peu s'inverser.
En Afrique, suite aux batailles d'El Alamein, les Alliés parviennent à repousser l'Africa Korps. Dans le Pacifique, la bataille de Midway permet aux Américains de gouverner les mers. Et enfin, Stalingrad aboutira à la première défaite de la Wehrmacht. Ce sont les 3 batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale. En 1942, a lieu le raid de Dieppe, aussi appelé Opération Jubilé. Depuis plusieurs mois, Staline insiste auprès des Alliés pour ouvrir un deuxième front à l'ouest pour obliger les Allemands à répartir leurs troupes et soulager l'armée rouge. Les Alliés veulent montrer leur bonne foi et sous l'impulsion des Américains, décident de lancer un raid avec les troupes canadiennes qui jusque-là n'ont pas participé activement au conflit. Les troupes, pour l'essentiel des Canadiens donc, décident de débarquer sur les côtes françaises. L'opération est un échec total. Les Alliés se rendent compte que pour débarquer dans de bonnes conditions et augmenter leurs chances de succès, il faut préparer longuement et minutieusement un débarquement d'envergure. Churchill préfère garder ses forces pour débarquer en Afrique du Nord et dans les Balkans. Fin 1942 et début 1943, avec l'aide du président Roosevelt, il débarque des troupes en Afrique du Nord. C'est l'opération Torche. Il souhaite reconquérir les colonies britanniques et assurer la sécurité du canal de Suez, qui approvisionne les Alliés en matières premières. Celui-ci est long de plus ou moins 200 km et relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. Les chars alliés remportent une victoire décisive contre l'Africa Korps de Rommel lors des batailles d'El Alamein. La Royal Navy gouverne la Méditerranée, ce qui empêche les Allemands de ravitailler l'Africa Korps. Celle-ci capitule en 1943. En Europe, les bombardements britanniques sur des positions stratégiques allemandes se succèdent. Ce qui a vraiment marqué à un moment donné Serfontaine, c'est en 1943. Ça, je pense que ça a été quelque chose. En 1943, il s'est passé ceci, il y a une forteresse volante qui avait été bombardée en Allemagne, comme c'était régulier d'ailleurs, et elle a été touchée, je ne sais pas où, mais elle est arrivée, elle a dû se poser avec fracas au Dérodet, là, sur le dessus de Serfontaine. Bien. Ça a été un coup. Parce que c'était des alliés, je comprenais pas beaucoup, même en 43. Et alors je suis allé chez Mijotte, c'est un magasin, l'économie populaire. Émilie était secouriste à la Croix-Rouge, donc elle était déjà partie avec le médecin, etc. Et alors c'était au magasin, je restais au magasin pour écouter tous les gens qui arrivaient, qui avaient leurs commentaires à faire. Ils sont autant, il y a autant de blessés, il y a des morts, etc. Puis je comprenais pas grand-chose. Par contre, il y en avait qui ont échappé, et ça je me souviens bien, avec une des filles Mijotte, Berthe. On l'a vu repasser avec le médecin, on était prisonniers bien sûr, mais blessés. Ça a été quelque chose. Mais alors, ce qui a déclenché, c'est que les Allemands, ont protégé le débris de l'avion, et ils ont placé là trois Allemands, mais c'est vraiment des anciens combattants qui étaient là, inoffensifs, etc., mais pour surveiller, pour ne pas qu'on aille prélever, je ne sais pas quoi, s'il y avait encore quelque chose à prélever. Et alors, nos résistants de l'époque, étaient les tuer, quoi. Alors là, les Allemands, ça leur a pas plu, c'est la moindre chose qu'on puisse dire. Alors, il y a eu des ramassages d'otages, etc. Et c'est là que je veux en venir. Et il y avait pas mal de gens que je connaissais, moi, qui étaient ramassés dans les camions, juste en face, à côté, en dessous des fenêtres de l'école. J'étais en première ou en deuxième année, Et voilà, les camions étaient là en dessous, près de la maison du domicile de Gustave Pech, qui était mailleur à l'époque. Là, sous les marronniers, les camions sont là avec Monsieur Dussard, Monsieur Janssen, Monsieur le vicaire, enfin des gens, Jules Staff, des gens qu'on rencontrait en allant à l'école le matin, quoi. Oh là là, cette affaire. Alors, il y a une dame, une voisine qui venait ennuyer Monsieur Richoux, c'était l'instituteur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va leur faire, Monsieur Richoux, etc. Excédé, à un moment donné, il l'a mise dehors de façon assez musclée. Et puis alors, on allait voir à la fenêtre et on voyait alors il y avait les soldats avec leur mitraillette ou, je ne sais, mitraillette ou autre chose, je ne sais pas, mais enfin et puis alors,
Oui, franchement, on se demandait ce qu'on allait faire d'eux, quoi, parce qu'on entendait aussi beaucoup de choses. Et on se dit, ben à la récréation, eh ben non, la récréation, les camions étaient partis. Mais alors, la suite n'a pas été mieux. Ça, c'était vraiment un souvenir qui a vraiment une chape de plomb d'ailleurs sur le village aussi. Et alors, la suite a été dramatique pour Serfontaine. Hein. Il y en a qui sont pas revenus, quoi, de cette équipée-là. Avec le recul, je pense que maman a été imprudente avec moi. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup... Je ne comprends toujours pas. Il y avait, chez Mijotte, toujours, un cousin, un homme d'une bonne vingtaine d'années, costaud, et j'étais son copain. C'est la première fois que j'ai entendu le mot copain, et je suis resté, il est décédé depuis, bien sûr, mais enfin bref. Et il s'appelait Jules Lambotte, de Sillanrieux. Il était tailleur de son métier. Mais il était, voilà, venu chez Mijotte, et il travaillait. Il cousait, il retournait des manteaux, avec un manteau il en faisait deux, enfin, etc. Mais un jour, la porte où il travaillait, où il cousait, et c'était le magasin de l'autre côté, entrouverte, etc., si bien qu'il est venu à la maison. Et maman me dit, il n'est pas cousin avec, je dis, maman n'est pas cousin avec nous. Pourquoi est-ce qu'il vient Et alors maman a dit, là, on a un vieux paletot du grand-père, il va le travailler, etc. Et elle me dit, oui, mais il faut que tu saches, mais ça c'est en 42, 3, je ne saurais pas dire. Ils se cachent parce que les amants le recherchent. Et tu ne diras rien, hein. Je n'ai jamais rien dit, mais quand j'y repense, c'était dangereux comme tout. Et il est venu 2-3 jours à la maison, coudre, etc. Et puis il est retourné chez Mijotte, mais dans une autre pièce. Une autre fois, donc pour moi c'est une imprudence que là, enfin voilà. Une autre fois, chez François, Madame François était mailleure à un moment donné, ils hébergeaient toute la misère du monde qui arrivait. Juifs, voilà. Et un jour, Loulou, une des filles, vient avec un petit garçon à peu près de mon âge, Charlie. Et voilà, il se plaint, il est toujours avec les grandes personnes, etc. Et voilà, il vient jouer avec toi. Ben, c'est très bien, voilà. Et puis alors, il était particulier, il avait des yeux très noirs, brillants, des cheveux bouclés noirs, et il jouait du violon. Ça, j'étais soufflé, moi. Et maman, on l'a accueilli, il est venu, je sais pas moi, une dizaine de jours, comme ça, il venait jouer. Et puis un jour, maman me dit, Charlie ne viendra plus. Parce que il est recherché par et ses parents aussi, sont recherchés par les Allemands, et ils sont partis prendre le train à Froidchapelle. Dit, la maison François, la gare est là. Pourquoi à Froidchapelle? Parce que ils n'ont pas osé à Serfontaine, et c'est Jules Gosset, le camionneur qui apportait la bière toutes les semaines dans son fourgon, mais tiré par des chevaux, bien sûr, le camion, on l'appelait camion, mais c'est tiré par des chevaux. Et alors, il y avait juste la place pour les casiers, et maman m'explique qu'ils sont faufilés là, dans le fond des casiers, puis on leur a mis des casiers pour les conduire, pour cacher éventuellement, les conduire là-bas, parce qu'ils étaient recherchés par les Allemands. Et après, tu ne diras rien, parce que, non, mais ça c'est... Je crois que maman elle savait plus très bien ce qu'il fallait dire et ne pas dire, mais enfin, c'est bien après que... je n'ai jamais rien dit, mais ça aurait pu, même par inadvertance, quoi. Dans la conversation, oui, Charlie est venu jouer du... C'était suffisant pour... Ah oui, hein. Oui, c'est une époque quand même. Les soirées d'hiver. Ah oui. Ça, c'était un moment que j'appréciais beaucoup. Parce que, tout d'abord, on se renfermait, on calfeutrait, on mettait les volets,
je devais, moi, c'était ma mission tous les soirs, avant qu'on allume. D'abord, il y avait qu'une pièce, on ne chauffait qu'une pièce, bien sûr, où on faisait tout. C'était la cuisine, c'était la salle de lecture, c'est là qu'on se lavait, c'est là qu'on se rasait, enfin ceux qui devaient se raser, c'est là qu'on cuisinait, c'est là qu'on cousait, c'est là qu'on faisait ses devoirs, qu'on faisait tout. Bon. Et alors, le soir, avant qu'on allume à la cuisine, donc à l'unique pièce, parce que pas question de laisser la moindre lumière à l'extérieur, les Allemands étaient intraitables là-dessus, c'était pour ne pas être repérés par les Alliés, quoi, les avions alliés, etc. Et alors j'avais pour mission, moi, de porter des grands cartons contre la fenêtre. Papa avait installé un système et je mettais les cartons. Et puis maman mettait une grosse couverture, celle sur laquelle elle repassait le linge, pour vraiment colmater, voilà. Et puis alors, on mettait du bois dans le poêle. Et puis alors maman descendait, il y avait une suspension là-bas et elle descendait jusqu'au-dessus de la table, si bien que ça faisait une lumière très vive sur la table et tout le reste de la pièce était dans l'ombre. Et il faisait bon, le poêle ronflait, c'est bien. Et nous jouions avec maman, frères et sœurs, au nain jaune ou aux puces. C'est les bleus qui marchaient le mieux d'ailleurs. Aux puces ou au rami, ou voilà. Et Papa donnait cours du soir, cours d'adulte, de 6 à 8 heures. C'était Monsieur Janssen et papa faisait de 8 heures à 10 heures. C'est bien que on jouait jusqu'à 10 heures. Et alors, sur le poêle, il y avait des fers à repasser. Et voilà. Et on peut se demander à quoi servaient les fers à repasser, puisque la journée était terminée. On jouait tous ensemble. C'est un moment que j'appréciais beaucoup. On calfeutrait, papa allait revenir, et le fer à repasser, au moment, à la fin, à l'approche de 10 heures, on rangeait les jeux dans l'armoire à carreaux, dans la planche du bas, et on s'apprêtait pour la nuit, dans le pyjama, etc. Et alors, les fers à repasser, on les entourait d'un linge, et ça servait de bouillotte. Parce que, humide et froid dans les lits, voilà, ça servait de bouillotte, quoi. Voilà, ça c'est. Et j'ai ici un fer. Je veux garder ce fer-là ici comme la balance. C'est vraiment des souvenirs auxquels je tiens particulièrement et qui n'ont pas de valeur, si ce n'est pour moi. Voilà, ça c'est. C'était un moment privilégié. Et quand papa rentrait, il fallait qu'on soit couché seulement. Hein. Ça c'était. Oui. Maman était plus laxiste que papa quand même. Oui. Elle s'arrangeait pour que, on soit couché quand il rentre. Oui, il faisait cours d'adulte parce qu'à l'époque, on arrêtait l'école et puis on allait travailler, mais après ils se rendaient compte, les élèves qui avaient lâché trop tôt se rendaient compte, alors ils revenaient au cours d'adulte, quoi. En 1943, l'URSS gagne du terrain et repousse la Wehrmacht. Staline demande une nouvelle fois aux Alliés l'ouverture d'un front à l'ouest. Ceux-ci organisent la conférence de Téhéran, durant laquelle Churchill, Roosevelt et Staline se rencontrent pour la première fois depuis le début de la guerre. Ils organisent ensemble le débarquement de Normandie. Ils envisagent déjà comment l'Allemagne sera démantelée et définissent les bases de ce qui sera l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui rassemble actuellement 193 États et dont les deux principaux objectifs sont le maintien de la paix dans le monde ainsi que la sécurité internationale. Churchill repousse plusieurs fois l'idée du débarquement car il estime que ses troupes ne sont pas prêtes. Staline et Roosevelt rejettent le projet de celui-ci d'une offensive dans les Balkans. Initialement, le débarquement principal avait été envisagé sur les côtes méditerranéennes, au départ de l'Afrique du Nord reconquise. Les Alliés initient tout de même l'opération Avalanche. Ils lancent l'assaut sur 2 villes italiennes, à Tarente et Calabre, pour créer une diversion afin de finalement débarquer sur les plages en pente douce de Salerne. Néanmoins, il était convenu que les actions opérées en Italie restent modestes en effectifs et en moyens afin de maximiser les chances de succès du débarquement en Normandie. L'armée italienne recule rapidement, acculée par les troupes et les chars britanniques menés par le général Montgomery, surnommé Monty. Mussolini, alors au pouvoir,
perd son soutien politique et est emprisonné. 5 jours après le débarquement allié en Italie, le nouveau gouvernement négocie un armistice avec les Alliés. Cependant, les Allemands reprennent le relais des combats dans le nord. Hitler met sur pied une opération commando afin de libérer Mussolini. Un peu plus de 1 mois après avoir subi l'opération Avalanche, évincé son dirigeant et négocié avec les Alliés, l'Italie déclare la guerre à l'Allemagne. En 1945, Mussolini, que l'on surnommait Duce, et sa femme tentent de fuir le pays, déguisés en soldats allemands, avant d'être arrêtés et fusillés. Leurs corps seront livrés à la foule pour être molestés et pendus en place publique. Ceux qui le souhaitent peuvent cracher dessus, son visage est mutilé. L'objectif de l'Union soviétique à l'issue de la conférence de Téhéran est de préparer un assaut sur le front de l'Est pour empêcher les Allemands de rapatrier leurs troupes à l'Ouest lors du débarquement prévu en France. Depuis le début, Hitler est convaincu que les Alliés préparent un assaut, mais il ignore le lieu exact du débarquement. En 1944, 2 mois avant le jour J, alors qu'il inspecte les défenses du mur de l'Atlantique, Rommel dira « Si vous pensez qu'ils arriveront par beau temps, en empruntant l'itinéraire le plus court, et qu'ils préviendront à l'avance, vous vous trompez. Les Alliés débarqueront par un temps épouvantable, en choisissant l'itinéraire le plus long. Le débarquement aura lieu ici, en Normandie, et ce jour sera le jour le plus long. » Pourtant, le jour du débarquement, le 6 juin 1944, Rommel est en Allemagne pour fêter l'anniversaire de sa femme. La météo étant mauvaise, les Allemands estiment qu'aucune action offensive ne sera tentée. L'assaut avait été préparé de longue date. Depuis plusieurs mois se déroulait l'opération Bodyguard, comportant pas moins d'une dizaine d'opérations coordonnées qui composaient une vaste campagne de désinformation. Dès 1943, les Alliés ont tenté de brouiller les pistes. Les Britanniques érigent des chars gonflables, des avions et des barges fictives pour désorienter les observateurs et espions allemands. L'aviation largue des milliers de poupées du nom de Rupert pour troubler les radars ennemis. De fausses informations circulent. De plus, avant le débarquement à proprement parler, une campagne de bombardement intense visant les infrastructures allemandes a été organisée, souvent controversée à cause du nombre de victimes civiles qu'elle a engendrées. L'opération Overlord, le jour J, peut commencer. Initialement prévue le 5 juin, elle est repoussée au lendemain à cause de la météo. 156 000 hommes ont traversé l'Atlantique puis la Manche pour venir libérer l'Europe. À noter pour l'anecdote qu'il fallut l'intervention du roi George VI, roi d'Angleterre de cette époque, pour empêcher Churchill de monter en première ligne avec les troupes britanniques. En tout, l'armada est composée de 1213 bateaux, dont certains vont pilonner les côtes pour affaiblir les défenses allemandes. 736 navires viennent en soutien ainsi que 864 cargos affrétant du matériel et 4126 engins et péniches pour accoster sur les 4 plages visées. Utah et Omaha sont destinés aux troupes américaines. Gold pour les Britanniques, Juno pour les Canadiens et les Britanniques, et enfin Sword pour les Français et les Britanniques, pressés de prendre leur revanche sur le fiasco de 1940 et l'évacuation de Dunkerque. Parmi les troupes, il y a également des forces françaises libres, des Polonais, Tchécoslovaques, Norvégiens, Néerlandais et Belges, dont une certaine brigade Piron, fraîchement débarquée d'Angleterre fin juillet début août 1944, et dont la place de Couvain porte le nom de son général, Jean-Baptiste Piron, né à Couvain, et qui participera à la campagne de Normandie, puis à la libération de la Belgique et de la Hollande. Le jour J, 12 000 avions viennent en soutien pour protéger les 4 000 barques accostant sur les plages. 5 000 tonnes de bombes seront larguées. Certaines plages étaient plus protégées que d'autres. C'est notamment le cas de Omaha, qui sera surnommée Omaha la sanglante. Les bombardements alliés qui visaient les défenses allemandes ont manqué leur cible. Lorsque les Américains parviennent sur la plage, les unités allemandes sont intactes. 2000 soldats de la Wehrmacht tentent de repousser 34 000 opposants. 1000 soldats américains perdent la vie, ainsi que 2000 blessés ou portés disparus. Après le débarquement, s'ensuit la bataille de Normandie, où les Alliés ont pour objectif de s'emparer de positions stratégiques, telles que le port de Cherbourg ou encore la ville de Caen, qui est un nœud de communication et une porte d'entrée vers Paris.
C'est durant la bataille de Normandie que les troupes issues des jeunesses hitlériennes accusent le plus de pertes. Les jeunesses hitlériennes regroupent les jeunes enfants et adolescents du parti nazi et existent depuis 1922. Le but de l'organisation est de former les futures générations aryennes, considérées par le Troisième Reich comme des surhommes. Elle est toutefois interdite quelques années avant d'être rétablie en 1926. Étant donné que le traité de Versailles limitait les effectifs officiels de l'armée allemande à 100 000 hommes, les jeunesses hitlériennes étaient une façon de contourner cette contrainte en formant physiquement et mentalement une jeune génération à partir tôt ou tard au combat. Les jeunes sont vêtus d'uniformes similaires à ceux du parti nazi et utilisent un système de grades comme une véritable armée. L'âge moyen était de 8 à 18 ans. L'organisation évolue tout au long des années 30 et 40, comptant 5000 membres à ses débuts. En 1939, elle devient officiellement obligatoire et compte 5 millions de membres. En 1940, les jeunes aident les pompiers et participent à la reconstruction des villes après les bombardements. L'enrôlement dans les jeunesses se fait sur base volontaire, mais la plupart y sont contraints. L'exemple le plus connu est celui de Joseph Ratzinger, connu pour avoir occupé la fonction de pape jusqu'en 2013. C'était le pape Benoît XVI. En 1943, les nazis convertissent les jeunesses hitlériennes en réserve militaire. Ils partent, encore mineurs, au front, essentiellement durant la bataille de Normandie. Ils auront la réputation d'être fanatiques et de fusiller leurs prisonniers. Le plus jeune à avoir été décoré de la Croix de Fer pour avoir sauvé 8 soldats lors de la bataille de Berlin en 1945 est Alfred Zeck. C'est Hitler en personne qui lui remet la décoration lors de sa dernière apparition publique officielle. Le garçon n'a que 12 ans. Après le conflit, peu seront inquiétés pour leurs actions étant donné le fait qu'ils étaient mineurs à l'époque des faits. Les jeunesses hitlériennes ne seront jamais reconnues comme organisation criminelle. Dès 1943, l'Allemagne a perdu de sa vigueur. Les grandes étendues qui constituent l'URSS ne lui permettent pas d'employer la technique du Blitzkrieg. Les pertes humaines sont élevées et l'approvisionnement manque d'efficacité. En tout, 70% de toute son armée est mobilisée sur le front de l'Est. Le débarquement de Normandie, malgré son caractère devenu mythique, ne constitue toutefois pas un tournant décisif de la guerre. En réalité, si les Alliés s'empressent d'organiser l'ouverture d'un front à l'ouest, c'est parce que, à l'opposé, l'armée rouge progresse à l'est. En 1943, elle est déjà en Ukraine. Les Alliés prennent conscience que si Staline vainc seul l'Allemagne, il s'emparera des territoires stratégiques ainsi que des ressources qu'ils contiennent et ils ne pourront pas prendre part aux négociations. De plus, Churchill craint que si les Soviétiques libèrent eux-mêmes certains pays de l'Est, comme la Grèce notamment, ceux-ci ne deviennent communistes. Les Allemands rapatrient des troupes du front de l'Est pour soutenir le front à l'Ouest. Néanmoins, ils restent persuadés que le débarquement de Normandie n'est qu'une diversion et qu'un débarquement de plus grande ampleur aura lieu dans le Pas-de-Calais. Pour cette raison, 150 000 soldats restent en position là-bas, au lieu de venir en renfort en Normandie. De plus, pendant que les Alliés débarquaient en Normandie, les Soviétiques lançaient quelques semaines plus tard l'opération Bagration. Une vaste offensive qui étonna tout le monde, y compris les Alliés, tant l'ampleur et les effectifs déployés étaient inattendus. En à peine 2 mois, les Soviétiques progressent de plus de 600 km. Le front à lui seul fait 1000 km de large. Les Allemands ne peuvent que battre en retraite et perdre des unités essentielles. Ce qu'il faut retenir du jour J, c'est que c'est avant tout une prouesse logistique. En effet, sur les plages de Normandie, il n'y a pas de port maritime capable d'accueillir l'armada alliée. C'est pourquoi les Alliés ont décidé d'apporter le port avec eux. Des caissons en béton ont été conçus. Ils ont été remorqués jusqu'en France où, une fois remplis d'eau et coulés, ils ont pu servir de port artificiel. La deuxième prouesse vient de l'aménagement d'un pipeline durant l'opération Pluto, un oléoduc d'une centaine de kilomètres qui vient alimenter en carburant les véhicules sur le continent. Dans l'inconscient collectif, le débarquement représente les braves Américains qui sont venus se sacrifier sur les plages pour libérer l'Europe de l'oppression. La guerre juste du bien contre le mal. Sans minimiser le sacrifice de milliers d'hommes pour nos libertés, il est toutefois nécessaire de remettre cet événement dans le contexte de l'époque. En effet, le symbole qu'est devenu le débarquement
on le doit avant tout à Ronald Reagan, le président des États-Unis entre 1980 et 1989. Durant sa campagne de réélection, il a prononcé, en 1984, un discours dans le tristement célèbre cimetière militaire à la pointe du Hoc, en France. Son discours a pour but de raviver la ferveur patriotique des Américains et à les unifier. Jusqu'alors, la tragédie de la Seconde Guerre mondiale la plus commémorée par les Américains demeurait Pearl Harbor. Il y a un autre aspect politique qu'il est important de rappeler, c'est la présence dans les années 20 jusqu'en 1939 de groupes nazis aux États-Unis. En 1929 a lieu un crash boursier, puis un second en 1937. Franklin Roosevelt instaure un système de loi pour relancer l'économie, le New Deal. Mais c'est véritablement l'entrée en guerre des États-Unis qui va relancer durablement la machine économique. Durant cette période difficile, l'idéologie fasciste rencontre du succès. Les groupes nazis disposent d'un drapeau, paradent dans les villes et organisent des rassemblements. Hitler est fasciné par l'Amérique, les buildings, le travail à la chaîne dans les usines, notamment chez son ami Ford. Les juristes allemands s'inspirent d'ailleurs des lois de ségrégation raciale américaines pour rédiger leurs propres lois de mesures antisémites. Une autre organisation refera surface également et sévira entre 1915 et 1944 aux États-Unis, le Ku Klux Klan. Celui-ci véhicule les mêmes idéologies telles que la suprématie d'une race par rapport à une autre, ici les Blancs par rapport aux Noirs, tout comme les Allemands qui proclamaient leur race supérieure aux autres et usent par tous les moyens pour empêcher les Afro-Américains d'obtenir des droits équivalents. En août 1944, peu avant la libération de Paris, a lieu un deuxième débarquement, en Provence cette fois. La mission principale est de faire la jonction avec les troupes de Normandie en remontant le Rhône. C'est également après le débarquement en Provence que l'armée blanchit ses troupes coloniales. Beaucoup de soldats dits noirs provenaient des colonies françaises dans le monde. Ils ont combattu au nom de la France, ont participé aux batailles en Afrique du Nord puis à la libération de la France. Or, lorsque la France fut sur le point d'être libérée, ceux-ci ont été remerciés et remplacés entre autres par des soldats du FFI, Force française de l'intérieur. Il aurait été mal vu que des soldats noirs soient associés à la libération de la France et qui plus est, aient des contacts avec des femmes blanches. De plus, entre 1943 et 1944, une partie de l'armée française est sous les ordres des Américains qui usent de ségrégation, y compris dans leur propre armée, jusqu'en 1948. 15 000 soldats souvent aguerris seront remplacés. Le 20 juillet, Adolf Hitler survit miraculeusement à un attentat à la bombe dans son quartier général. L'opération fut initiée par Klaus von Stauffenberg, un soldat de la Wehrmacht. On l'aperçoit ici à gauche quelques jours avant l'attentat. L'explosion tue 4 personnes, mais Hitler s'en sort indemne. Klaus est persuadé que seule la Wehrmacht a les moyens d'agir car elle n'est pas encore infiltrée par la Gestapo. Klaus était partisan du national-socialisme à ses débuts, mais s'est peu à peu opposé à la politique du Troisième Reich car l'aspect criminel le rebutait. Il dira « Il est temps que maintenant quelque chose soit fait. Toutefois, celui qui ose faire quelque chose doit être conscient que c'est bien en tant que traître qu'il entrera dans l'histoire allemande. Cependant, s'il s'abstient d'agir, il sera alors un traître face à sa propre conscience. » Il lance l'opération Valkyrie. Il y glisse une bombe dans une serviette en cuir et s'arrange pour qu'elle soit placée sous la table en bois autour de laquelle la réunion avec Hitler a lieu. Il n'a que quelques éraflures et des dommages au tympan, mais s'en sort indemne. Dans la serviette, Klaus n'a mis que la moitié des explosifs qu'il avait à sa disposition. S'il avait mis l'entièreté, les rapports d'analyse prouvent que personne n'aurait pu survivre. Qui plus est, la serviette était au pied d'un des membres de la réunion, et elle le gênait. Il l'a donc déplacée et mise contre le pied épais de la table, ce qui, sans le savoir, a sauvé la vie du Führer. Sa vengeance sera terrible. Il fait arrêter tous les instigateurs et plus de 5000 personnes furent exécutées. Il s'agira de la dernière tentative d'assassinat sur sa personne. En août, les Alliés entrent dans Paris. De Gaulle, arrivé le 14 juin en Normandie, revient au pays. Quelques mois après le débarquement, le général Montgomery propose de lancer l'opération Market Garden. Market pour le soutien aérien et Garden pour l'offensive des blindés au sol.
Ils souhaitent tenter un parachutage massif de troupes derrière les lignes ennemies pour prendre possession des ponts stratégiques afin que les blindés puissent passer. En prenant pied aux Pays-Bas, ils peuvent couper les lignes d'approvisionnement, contourner la ligne de défense nommée Siegfried et atteindre la région allemande de la Ruhr, centre économique du Troisième Reich. Son objectif est d'écourter la guerre. Le général Patton et Bradley proposent une attaque frontale directement sur la ligne de défense Siegfried, qu'ils pensent peu garder pour le moment. Eisenhower privilégie le plan de Montgomery. L'opération est un échec. Les forces de l'Axe signent leur dernière victoire stratégique de la Seconde Guerre mondiale. Plus de 16 000 soldats alliés perdent la vie, contre 3 300 côté allemand. Les troupes alliées durent tenir un siège contre l'ennemi. Leurs supérieurs leur demandent de tenir 2 jours. Ils tiendront 9 jours et 9 nuits, sans repos et sans aide. Les ouvriers du chemin de fer néerlandais entamèrent une grève afin de soutenir les Alliés. En représailles, les Allemands stoppèrent l'approvisionnement en nourriture, ce qui provoqua une grande famine qui emporta pas moins de 18 000 Hollandais. Malgré l'échec de l'opération et les pertes importantes, les lignes de défense allemandes sur les cours d'eau des Pays-Bas sont percées. Montgomery dira « Market Garden est réussi à 90%. » Quelques jours plus tôt, le samedi 2 septembre, 2 bataillons alliés franchissent la frontière belge à Sandron à 11h07 et entament leur campagne de libération. Ils traversent les différents villages où les premiers combats éclatent. C'est le cas à Monceau-Imbrechy, où un mémorial est d'ailleurs dédié aux 12 soldats américains, les premiers morts alliés sur le sol belge. Ensuite, Mâcon, Seloigne et les autres villages sont libérés tour à tour. À 16h30, les Américains sont à Chimay. Le lendemain, ils poursuivent leur route vers Couvain. 2 bataillons démarrent de Chimay à 8h10. L'un, avec à sa tête le général Bradley, emprunte l'avenue de Chimay, qui par la suite deviendra l'avenue de la Libération, et arrive à Couvain. L'autre coupe par Boussu-en-Fagne, puis arrive à Trompecourt, où il rencontre une résistance allemande. 2 chars alliés seront détruits, 2 autres seront à réparer. Oui, on était cachés à la carrière à ce moment-là, quand ils sont arrivés au-dessus, qui bombardaient les Allemands, parce qu'il y en avait des tanks sur la grande route. Il y avait sur le Tchéniche à Afghan une tour de contrôle
qu'ils avaient construit et qu'ils avaient une visibilité de 25 km de rayon. Voilà. Et en 1945, quand les Américains sont arrivés, ils ont fait sauter tout, quoi. Et après ça, il y a eu les bombardements ici au-dessus, chez nous. Des tanks américains étaient là et des Allemands étaient sur la route de Mariembourg et sur la ferme Cuboni à la Carrière, plus bas. D'ailleurs, ici derrière, à 200 mètres de la maison, il y a eu un tank qui a été vraiment bombardé. J'ai même un camarade qui, un beau jour par après, allait jouer avec des obus qui n'étaient pas explosés. Il a bien risqué sa vie. Ah, la libération, ça, je dois dire que nous l'avons vécu à 100%. C'était la joie, c'était l'immense bonheur, c'était la fin de la guerre qui s'annonçait. Et alors, je me souviens toujours, la première colonne américaine qui est arrivée à Couvain, elle est arrivée par la rue de la Libération, qui s'appelait le Terne de Chimay, et qui s'est appelée la rue de la Libération par la suite à cause de ça. Les trottoirs étaient pactés de monde, il y avait un monde fou, il y avait un monde noir, et alors les Américains qui arrivaient, c'était le jour et la nuit avec les Allemands. Les Américains, c'était nos amis, c'était nos libérateurs, c'était des gens qui avaient traversé la mer pour nous libérer. Et alors, il y avait une joie incommensurable, inimaginable. On ne peut pas la décrire tellement c'est une joie sincère et qui était tout à fait communiquée aux soldats américains également, qui étaient avec des sourires grands comme des maisons. Ah oui, ça, c'est un souvenir inimaginable. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai mangé ma première banane en 1944 et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je ne me souvenais pas d'avoir vu une banane avant-guerre et avec un copain de mon âge, nous attendions les convois américains et pour nous les enfants, je vous l'ai dit, c'était le Père Noël qui arrivait et les soldats américains étaient commissionnés de distribuer aux enfants. C'était des bonbons, c'était des chewing-gums qu'on ne sait pas du tout par ici le chewing-gum. Et alors à un moment donné, il y avait un convoi de camions. Et le dernier camion passé, il nous avait rien acheté. On était au bord de la route. On faisait les petits mendiants, malgré tout. Il faut bien se rendre compte de ça. Et alors, il y avait un gros soldat américain noir à l'arrière du camion. Il nous a fait signe, venez, suivez-moi. Et on l'a suivi au moins pendant 200 mètres. Et pour nous récompenser, il nous a acheté quelque chose de jaune. Et aussi bien mon camarade que moi, on ne savait pas ce que c'était. Et on est rentré avec ça, très déçu, auprès de sa maman, parce que lui vivait vraiment le long de la route. Et quand on est rentré avec ça dans les mains, elle s'est écriée « Ah, des bananes !» On n'avait jamais vu de bananes. Voilà. Les Américains, comme je vous l'ai dit, c'était nos amis, on avait une joie sans pareille. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'on avait été martyrisés par les Allemands, mais on les détestait cordialement. Et quand les Allemands sont arrivés, à un moment donné, il faut savoir que avant l'arrivée des Américains, la résistance avait fait sauter le pont en bas de chez moi. Et ça n'a servi à rien parce qu'il y avait un passage à gué. Et ça n'a même pas retardé les troupes allemandes, mais c'était fait. Ils avaient eu l'ordre de faire sauter tous les ponts pour retarder les Allemands, pour que les Américains puissent... La résistance a eu un rôle très important. Hein.
pour que les Américains puissent les rattraper avant la rentrée en Allemagne. Et je dois dire que après, les Américains ont construit un pont en bois, et le pont était gardé jour et nuit. Il y avait 4 guérites colorées, très colorées, en jaune, comme par hasard, rouge et noir. Et les soldats étaient pour garder le pont jour et nuit. Ils se relayaient pour garder le pont jour et nuit. Et l'hiver 44, il y avait beaucoup de neige. Et alors, comme je vous l'ai dit, les Américains, c'était nos amis. Hein. Et on avait des attitudes avec eux, des attitudes. C'était des copains. Donc, l'hiver 44, il y avait beaucoup de neige. Alors, on est arrivé toute une bande de gosses, de gamins. Et on a commencé à envoyer des boules de neige aux soldats qui étaient de garde dans leur guérite. Ils étaient là, ils ne bougeaient pas, ils avaient reçu les ordres de ne pas bouger. Mais la discipline dans l'armée allemande était beaucoup plus dure que dans l'armée américaine. L'armée américaine, c'était beaucoup plus cool. Et à un moment donné, on a vu les yeux des 4 sentinelles se regarder, un petit geste de la tête, ils ont pendu la mitraillette ou le fusil dans la guérite, et puis ils se sont mis à faire des boules de neige, à se battre à coups de boules de neige avec nous. Souvenir incroyable. Hein. À Brully-de-Pêche, la chapelle du maquis rend hommage à ces hommes et femmes qui ont été jusqu'à sacrifier leur vie pour défendre leur pays. Entre 250 et 350 personnes ont fait partie du groupe D du sabotage Othon. À l'origine, il s'agissait d'anciens étudiants de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui, en 1941, voyant leur université fermée, se réfugieront dans le maquis et commettront des attentats dans la ville de Bruxelles, avec à leur tête Marcel Frankson et ses 2 fils. En 1943, certains seront arrêtés, les autres iront opérer en Wallonie, et notamment dans la région de Couvin-Chimay. Marcel Frankson sera trahi par un membre du réseau, arrêté, puis torturé au fort belge de Brendonck, avant d'être déporté au camp de concentration de Buchenwald et d'y mourir. Ses fils reprennent la tête de la résistance, notamment Jean Frankson. La résistance agira dans la région couvinoise jusqu'à l'arrivée des Alliés. Ensuite, elle sera dissoute et certains partisans incorporeront l'armée belge en pleine réorganisation ou l'armée américaine en tant que fusilier ou guide. Mon souvenir le plus précis et disons le plus cocasse, les Américains étaient là depuis déjà un moment à la Libération, et il y a une cousine à ma mère qui était engagée volontaire, elle avait fait l'Angleterre, l'Irlande entre autres, et donc elle était infirmière en chef. Entre autres, elle avait le grade de lieutenant, et elle revenait au train en civil chez ses parents, qui habitaient les dessus de Couvin, et elle traversait la place verte en diagonale, et il y avait 2 soldats américains qui la trouvaient assez à leur goût, et qui sifflaient et qui criaient mademoiselle, mademoiselle. Alors à un moment donné, elle a fait demi-tour, elle a sorti de son sac une carte, et je vois encore les 2 gaillards se mettre au garde à vous. Elle était lieutenant, et c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Et un jour, alors quelqu'un nous dit « Les Allemands sont là, les Allemands reviennent. Vite !» On avait tout décroché, mais c'était pas vrai. C'était les Américains et les Anglais qui arrivaient. Bon, c'était la folie. On embrassait les garçons. Oh là 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 là, c'était la joie, terrible joie. Ça, je me rappelle. On a logé des Anglais chez nous. Et on a eu un petit, il était si gentil, il avait 20 ans. Et il est reparti, à un moment donné, il devait partir, lui, à la guerre. Et puis on a appris 2 jours après, il était mort. Oh, ça, c'est triste quand même. Oh là là. Là, je me souviens, dans le Patriote illustré,
que nous avions à la maison, c'est après la guerre, c'est certainement après avril 45, puisque les premiers prisonniers à Serfontaine ne sont pas rentrés avant avril 45. Et il y avait une photo, une longue photo, et c'était un charnier. Je la vois encore. Je vois encore. C'est pas vrai. C'est inimaginable. D'ailleurs, j'ai une cousine qui avait ses 2 frères dans un OFLAC, c'était 2 officiers rappelés, donc, mais comme officiers, donc qui n'avaient pas connu, disons qu'ils étaient si le mot privilégié peut convenir, peut-être un peu, mais elle en est devenue folle, et on a dû la conduire à Beauval. Rien en pensant à Paul et Ferdinand qui avait moi, ça a été mais le plus beau moment, c'est la libération. Ça, c'est que le feu d'artifice. Ça, c'est un dimanche. On va à la messe basse. Papa, maman et moi. Mon frère Pierre est déjà descendu. C'est à 8h le matin. Et parce qu'il est enfant de chœur. Et nous descendons avec papa, maman, ma sœur et moi à la messe de 8h. Et à côté de l'église, il y a un Allemand, un jeune. Il a comme une sorte de bâche sur lui, mais arrangée comme une cape. Il a les manches retroussées, il a les bras nus, il y a un petit canon à côté de lui. Et il nous regarde. Et on avance. Et maman a raconté après, petite parenthèse, j'aurais si bien voulu dire à papa de presser le pas, parce qu'elle pressentait le danger, mais impossible de parler. Bon. Et bon, la messe se passe, je ne m'en souviens même pas. Nous remontons à la maison, papa coupe le pain, on installe la table pour le petit déjeuner. Arrive une petite voiture, c'est pas une Jeep, mais c'est une Jeep des Allemands, enfin cette petite voiture-là, amphibie, sur le pont de la gare, qui vient donc de la place, qui monte et qui prend très mal son tournant parce qu'elle est beaucoup trop rapide, elle a pris beaucoup trop vite, et elle vient tourner vraiment presque contre la façade de la maison, contre le petit mur. Et puis, je dis, mais enfin, encore un petit peu, ils allaient renverser, revenir contre le mur. Et puis alors, à cet instant-là, il y a la voisine Angélique qui vient, qui vient par la porte de derrière, venez, les Américains arrivent, ils sont à Montplégy, venez. Et on a tout lâché et on est descendu à la cave parce qu'on craignait donc que le pont, on fasse sauter le pont. Et à ce moment-là, cette petite voiture-là, c'était des gradés ou je ne sais quoi. Une fois qu'ils sont arrivés au-dessus de l'eau, ils se sont fait choper par les Américains. Et alors, on était dans la cave. Ah oui, ça a été un moment. L'économie populaire, donc c'était le magasin d'Émilie. C'est Émilie qui le surveillait, enfin, qui était la dame qui servait. Était ouverte, ce magasin était ouvert le dimanche matin, si bien qu'il y avait une personne, une cliente qui était dans la cave avec nous. Et alors, bon, l'atmosphère était ultra lourde. Et à un moment donné, ça a été vraiment, on ouvre la porte du magasin, la sonnette retentit. Oh, Dieu. Allemand ou américain? Angélique monte, elle rampe les escaliers, elle va voir. Et c'était un éclaireur, mais on n'en sait rien, nous encore. Et qui lui fait signe de redescendre. Et alors, elle descend presque en titubant. Je vois un tableau, surtout quand elle monte et puis quand elle descend. Et puis elle lâche, ce sont les Américains. Oh là là. Ça. Et alors il y avait un char qui était juste devant le soupirail, mais qui était protégé par des billes de chemin de fer, parce que Oscar, son mari d'Angélique, travaillait à la scierie Badeau, et il avait arrangé pour protéger le soupirail, et il tirait sur la place,
sur le magasin Boucher où, croyait-il, ils avaient aperçu des Allemands ou je ne sais quoi. Et très vite, ils sont arrivés dans la cuisine de chez Mijotte. Et alors là, on est remonté de la cave et c'était là. Ça a été le soulagement. Je pense que c'est le mot le plus important, le soulagement. Ils étaient beaux, ils étaient grands. D'abord, ils étaient beaux parce que leur uniforme était beau. Ils parlaient, on ne comprenait pas. Enfin, moi, je comprenais pas. Ils parlaient en chantant. Ils étaient souriants. Ils se sont installés autour de la table. Angélique a fait une tasse de café. Et puis, c'était, oui, le soulagement total. Ah oui, ça à ce moment-là. Et puis alors, il y a au Tienne du Moulin, je sais pas, vous ne connaissez peut-être pas, mais au Tienne du Moulin, il y a eu une arme automatique qui s'est mise en route, etc. Parti. Et fini. Mais alors, on les a suivis pour les voir. Et alors, le long des façades des maisons, ils étaient là, ils suivaient à pied, donc c'était vraiment l'infanterie, et alors les chars, et puis alors ça a été... Et alors les François, nos voisins, ils avaient une brasserie, et enfin moi je n'en savais rien, peut-être qu'il y en avait qui étaient au courant, bien sûr, la bière ne passait plus, parce que sinon le livreur venait toutes les semaines apporter de la bière de ménage, tout ce qu'il y a de plus basique, et ne passait plus de panne à la brasserie. Mais non, ils stockaient pour les Américains, et alors là, on a donné, ils avaient soif. Et on donnait de la bière de table. Et ils descendaient, ça a été, puis alors on a commencé à sortir tous les petits drapelets qu'on teintait bien sûr, en clandestinité le soir, en fermant la porte à clé, enfin, c'était, ah oui, ça a été ah oui, rien que pour ce jour-là, ça valait peut-être la peine. Et puis alors tout ce qu'ils puisaient, parce qu'ils puisaient même pas dans leurs rations, ils puisaient dans des boîtes et ils lançaient toutes sortes de biscuits, de rations, de tout. C'était Byzance, quoi. Oui, ça a été... Et puis alors tous les adultes détendus, alors à ce moment-là, il n'y a pas de raison de... Ah oui, ça c'était vraiment le gros défoulement, mais je pense que pour les adultes aussi. Ah oui, ça c'était le dimanche, le 3 septembre. Mais je sais quand les Américains sont revenus, il y avait les Noirs dans un champ plus loin de la maison. Et il y avait tout un camp là. Et sans rien dire à maman, j'avais pris mon petit panier, j'avais pris des œufs. Et je suis allée. Et alors, ils étaient heureux d'avoir des œufs. Alors, j'ai reçu des chiclettes, j'ai reçu des biscuits salés qu'on avait mangé, toutes sortes de choses. Et quand je suis revenue, maman, t'es fâchée. Elle ne savait pas où j'étais. Elle était partie toute seule là-bas. Ça, je me souviens comme si c'était hier. Mais c'était des Noirs, ils étaient très gentils. Il y avait une tente avec une grande antenne qui était repliée et qui était refixée avec quelque chose. Et là, il y avait un soldat qui n'était pas tout à fait pareil aux autres. Parce que les Noirs, les Blancs étaient mélangés, mais celui-là, il était tout à fait particulier. Alors il avait la peau très cuivrée, rouge. Et alors les autres soldats américains nous ont dit, celui-là, il faut pas aller l'embêter. Et c'était le bonhomme qui s'occupait de la radio. Et en fait, c'était un peau rouge. Nous, les peaux rouges, on ne les connaissait que par les livres de cow-boys que certains avaient déjà avant-guerre. Les cow-boys et les Indiens, tout ça. Mais je vous jure, il était là. Il ne communiquait pas avec les autres. Il était là, il s'occupait de son matériel. Il était digne comme un pape, je vais dire. Et il avait un nez pas mal busqué, un peu arrondi. Et je vous jure qu'il aurait eu un chapeau de plumes. Ça, il était habillé en soldat américain comme les autres, mais et ça c'est un souvenir aussi. Alors celui-là, on n'allait pas l'embêter parce que il communiquait avec personne. Adolf Hitler savait que les Américains avaient employé des Amérindiens durant la Première Guerre mondiale. Pour anticiper cela, il avait envoyé une délégation d'anthropologues pour apprendre la langue, mais sans succès, étant donné le nombre important de dialectes utilisés par les communautés indiennes d'Amérique.
14 Comanches, maîtrisant un code commun, ont débarqué en Normandie et ont été assignés à des compagnies différentes. On les surnomme les Code Talkers. Ils ne reçurent aucun hommage pour leur contribution à la guerre, et il fallut attendre 1968 pour que leur existence soit révélée au public, et l'an 2000 pour qu'une médaille leur soit décernée. Le dernier survivant est décédé en 2014. La Wehrmacht recule inexorablement. Hitler tente un dernier coup de poker. Il souhaite reconquérir le port d'Anvers. L'objectif est de repousser les Alliés et de réitérer une évacuation forcée des troupes, comme ce fut le cas à Dunkerque en 1940. C'est la bataille des Ardennes. Il lance une attaque surprise le 16 décembre, avec 200 000 hommes, 600 chars et 1600 canons. Du côté allié, la stupéfaction est totale. L'Allemagne étonne par ses ressources encore disponibles. Les grandes lignes de l'opération allemande se basent sur les mêmes caractéristiques que l'assaut opéré en 1940 lorsque la Wehrmacht avait envahi la Belgique par les Ardennes. Beaucoup de dirigeants militaires allemands doutent des chances de réussite de l'opération. En effet, la majeure partie de l'offensive des premiers jours repose sur les conditions météo défavorables pour l'aviation alliée. La brume persiste jusqu'au 23 décembre. Les Allemands parachutent des hommes et du matériel derrière les lignes alliées. Des soldats allemands, déguisés en américains et roulant avec des véhicules assortis, sèment la pagaille parmi les troupes. Ils coupent les lignes de communication et sabotent du matériel. Le 23 décembre, le ciel étant à nouveau dégagé, les Alliés disposent de l'appui aérien de l'aviation, qui fait 5000 sorties, contre 1000 pour les Allemands. L'hiver 1944 est très rude, à tel point qu'il est nécessaire aux Alliés de faire tourner régulièrement les moteurs de leurs véhicules pour ne pas que l'huile gèle. En janvier 1945, le général Montgomery lance l'assaut. Les Allemands battent en retraite. Hitler constate l'échec de l'opération et rentre à Berlin. À l'est, les Soviétiques ont lancé une nouvelle offensive. Les troupes allemandes perdront bon nombre de leurs meilleures unités durant la bataille des Ardennes, ce qui sonnera le glas de la Wehrmacht. L'Allemagne nazie est assaillie de toutes parts. Les dirigeants alliés se réunissent une nouvelle fois lors de la conférence de Yalta. Plusieurs sujets importants y sont abordés. Que faire de l'Europe après la défaite de l'Allemagne? Comment garantir l'équilibre et la paix après la victoire? Et comment établir une stratégie commune pour accélérer la fin du conflit? Lors de la conférence, Churchill et Roosevelt cherchent à obtenir la promesse de Staline qu'il entrera en guerre contre le Japon dans les 3 mois après la défaite de l'Allemagne. Staline sait qu'il est en position de force pour négocier, car l'armée soviétique n'est plus qu'à une centaine de kilomètres de Berlin. Son objectif est d'atteindre la capitale dans les plus brefs délais, afin non seulement d'être le premier, symboliquement, mais également de mettre la main sur les ressources et travaux, notamment dans le domaine de la recherche nucléaire allemande, qui avait commencé dès 1939 sous le projet Uranium. Staline marque son accord pour soutenir les Alliés dans leur guerre contre le Japon. Il recevra en échange le sud de l'île de Sakhaline et les îles Kouriles. Des élections libres seront organisées dans chaque pays pour qu'ils soient gouvernés selon la volonté de leurs peuples respectifs. Le nazisme sera éradiqué de toutes les couches de la société et l'Allemagne sera divisée en 3 parties gouvernées chacune par les 3 vainqueurs, URSS, Royaume-Uni et USA. Par la suite, une 4e partie sera octroyée à la France. C'est également durant la conférence de Yalta qu'est définitivement créée l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Churchill a une crainte, que certains pays de l'Europe de l'Est ne cèdent à l'appel du communisme. 2 jours après la conférence de Yalta, peut-être pour impressionner l'URSS, a lieu le bombardement de la ville de Dresde. Les Alliés poursuivent leur campagne de bombardement sur l'ennemi. Une campagne débutée en 1942 et qui vise à ralentir l'effort de guerre, détruire les usines d'armement et l'industrie allemande, et saper le moral du peuple en rasant leurs villes et leurs habitants. Cette campagne est menée par la Royal Air Force britannique, qui, depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, met en déroute la Luftwaffe. Plusieurs villes sont ainsi bombardées, faisant bon nombre de victimes civiles. La plus emblématique fut Dresde, ville d'art et d'architecture, jusqu'à présent préservée des bombardements, car surnommée la Florence de l'Elbe. Elle est un joyau culturel et ne joue aucun rôle militaire particulier. Ce lieu, épargné par le conflit,
accueille des réfugiés et de nombreux blessés dans les 25 hôpitaux que compte la ville. Les états-majors alliés, toujours étonnés des forces allemandes mobilisées durant la bataille des Ardennes, sont convaincus que la ville servira de rempart sur le front de l'Est, tout comme Berlin et Breslau. La ville de Dresde disposait en effet de plusieurs gares et centralisait des réseaux téléphoniques. Une tempête de feu, causée par les bombes incendiaires, généra des vents violents et son propre système de déplacement de masse d'air. L'air à l'intérieur des poumons des victimes est littéralement expiré. Elles meurent d'asphyxie. Entre 25 000 et 35 000 civils mourront sous les bombes alliées. 1300 bombardiers britanniques et américains rasent la ville durant 2 jours et 1 nuit. Ce bombardement, comme d'autres, sera critiqué par Churchill, qui ira jusqu'à évoquer le crime de guerre. Il dira « Il me semble que le moment est venu de remettre en question le bombardement des villes allemandes dans le but d'accroître la terreur, tout en invoquant d'autres prétextes. La destruction de Dresde constitue un sérieux doute sur la conduite des bombardements alliés. La propagande nazie utilisera l'événement et parlera d'Holocauste par bombardement. La fin du Troisième Reich approche. Hitler se terre dans son bunker à Berlin. Il n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Il apparaît depuis plusieurs mois déjà, fortement diminué physiquement. Il est mal habillé, a des pertes de mémoire, ne sait plus se concentrer et a des absences régulières. Il n'a que 56 ans, mais en paraît 80. Les soviétiques lancent l'assaut sur Berlin le 26 avril et sont aux portes de la ville le 30. C'est la dernière bataille de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La bataille de Berlin. Les proches du Führer, présents avec lui dans le bunker, lui souhaitent son anniversaire le 20 avril. Son bras gauche est agité de tremblements. Il a l'air hébété. Le lendemain, des tirs soviétiques font trembler Berlin. Hitler s'étonne que les soviétiques soient déjà si proches. Le 22, il perd son calme en réunion. Il reproche à ses généraux la défaite. Keitel et Jodl se réunissent avec lui. Hitler leur dit « J'abandonne, c'est définitif. S'il faut vraiment négocier avec l'ennemi, ce qui est le cas à présent, alors Göring est le plus qualifié. Je livrerai le combat pour Berlin et je le gagnerai, ou alors je serai tué dans Berlin. » Il annonce sa volonté de se suicider. Hitler écrira dans son testament politique « La guerre a été voulue et déclenchée exclusivement par des hommes d'État d'ascendance juive ou qui travaillaient pour les intérêts juifs. Les siècles passeront, mais des ruines de nos villes et de nos monuments culturels renaîtra sans cesse la haine contre ces responsables en dernière instance que nous devons remercier de tout, la juiverie internationale et ses acolytes. » Dans la nuit du 29 au 30 avril, Hitler épouse Eva Braun, 33 ans, maîtresse du Führer depuis de nombreuses années. Elle sera son épouse le temps d'une journée. Il dissimulera aux yeux du monde sa relation avec la jeune femme, car selon lui, le Führer ne pouvait avoir d'autres épouses que l'Allemagne. Les témoins du mariage sont Joseph Goebbels et Martin Bormann, hauts dirigeants du Reich et conseillers de Hitler. Beaucoup d'historiens le considèrent comme la tête pensante et influente auprès de Hitler, qu'il avait en haute estime. À son propos, Hitler dira « Mettez-vous bien cela dans la tête, j'ai besoin de Bormann pour gagner cette guerre. Certes, il est brutal et sans scrupules, c'est un taureau, mais que chacun se dise bien que celui qui en veut à Bormann est contre moi, et que je ferai fusiller tous ceux qui s'opposent à cet homme. » Pour l'anecdote, c'est Bormann qui découvrit les origines juives d'une jeune fillette, Rosa, que Hitler affectionnait tant. Pas moins de 17 lettres ont été retrouvées, des échanges postaux, mais également bon nombre de visites conviviales que rendait la jeune fille à la résidence privée du Führer, le Berghof. Elle l'appelait oncle Hitler, et coïncidence, ils sont nés le même jour. Elle décédera 5 ans plus tard de la polio. En réalité, Hitler était au courant des origines juives de la fillette, mais niera les faits et ira jusqu'à utiliser des photos d'eux pour alimenter la propagande anti-juive. Hitler fait ses adieux et décide de mettre fin à ses jours. Dans son testament, il écrira « Moi et ma femme choisissons la mort pour échapper à la honte de la déposition ou de la capitulation. Notre désir est d'être brûlé immédiatement sur les lieux où j'ai fourni la plus grande partie de mon travail quotidien pendant les 12 années passées au service de mon peuple. » Le couple se suicide dans le bunker, Hitler ayant eu connaissance du sort que le peuple avait réservé à Mussolini.
dont le corps fut mutilé sur la place publique. Voici la dernière photo de Hitler quelques heures avant sa mort. Hitler et sa femme boivent du cyanure. Hitler se tire également une balle dans la tête à l'aide de son pistolet personnel, un Walther PPK. Pour l'anecdote, la plupart des gens connaissent cette arme car c'est le modèle devenu emblématique d'un certain James Bond. Avant de mourir, Hitler donne ses instructions à son aide de camp, Otto Günsch. Celui-ci fait porter les corps du couple dans le jardin de la chancellerie et les fait brûler en y versant 200 litres d'essence. Autre anecdote, Otto était présent pour surveiller la signature de l'armistice français en 1940. Plus tard, un communiqué sera publié affirmant que le Führer est mort au combat. Lorsque les soviétiques entrent à Berlin, ils découvrent le reste du corps de Hitler et de sa femme, calcinés, ainsi que ceux du couple Goebbels. Pour l'anecdote, lorsque Hitler se suicida par balle dans l'une des pièces voisines du bunker, Helmut, le seul garçon des Goebbels, s'écria « En plein dans le mille », ignorant que le son qu'il confondait avec celui d'un obus d'artillerie était en fait la balle qui tua Hitler. Staline fait emporter les restes de Hitler et lorsque les Alliés arrivent, ils gardent le secret sur la disparition de celui-ci. L'assistante du dentiste de Hitler est arrêtée par les soviétiques et enfermée dans un camp durant 6 ans. Elle dispose de preuves que les Alliés ne peuvent pas avoir. Staline gardera jalousement le secret afin d'instaurer le doute auprès des Alliés. Plus tard, il affirmera aux Américains que Hitler se cache avec Bormann quelque part, puis, par la suite, qu'il s'est enfui en direction du Japon à bord d'un sous-marin. Des contradictions et des mythes qui perdureront durant des décennies. La vérité est pourtant toute simple. Hitler s'est réellement suicidé et son corps a été brûlé dans le jardin de la chancellerie. Le KGB, les services de renseignement russes, conservera les restes de Hitler jusque dans les années 1970, puis les incinéra sans prévenir le gouvernement et jeta les cendres dans le fleuve l'Elbe à l'exception d'une partie du crâne et de ses dents qui seront entreposées dans les archives russes. Celles-ci ont pu être analysées et authentifiées grâce à son dossier médical. Le 8 mai 1945, l'Allemagne signe sa capitulation. La guerre est terminée en Europe. Les prisonniers sont libérés des camps et rejoignent leurs familles. Les peuples fêtent la victoire. Les villes se reconstruisent. Durant cette période d'effervescence, la violence règne partout encore. Certains règlent leur compte. Des lynchages publics ont lieu contre ceux qui, jadis, ont collaboré avec l'ennemi. Tout ce que je me souviens, c'est que il rentrait beaucoup de prisonniers et toute la population, enfin une grande partie de la population, allait les attendre à l'entrée de Frasnes. Et alors, c'était un peu la fête d'accueillir toutes ces personnes qui ont été prisonniers pendant 4-5 ans, quoi. Il y a les gens qui ont été après la guerre, juste après la guerre, on a amené en camion des gens, comme une dame, je trouvais injuste, elle avait un café. Les Allemands allaient boire, est-ce qu'elle allait les mettre dehors? C'était pas possible, ça. Alors on l'a tondue, on l'a promenée dans le village. Ça, j'étais pas d'accord. Parce qu'elle n'aurait pas su faire autre chose. Elle allait dire, sortez aux Allemands. C'est pas possible, ça. Ah, mais ça, c'est après la guerre. Les femmes qui ont été avec les Allemands, ah oui, on est allé voir au-dessus de la commune, là. On coupait les cheveux à ces femmes-là. Enfin bon, ils n'avaient rien mal fait, hein, enfin bon. L'Allemagne est tombée, mais la guerre n'est pas terminée. Le Japon, qui ne génère plus d'offensives, résiste et lutte frénétiquement pour conserver les territoires conquis. Les Américains accusent de nombreuses pertes pour les libérer. L'URSS déploie ses troupes comme convenu et attaque le Japon à son tour. En avril, le président Roosevelt décède. Le vice-président Harry Truman reprend la présidence du pays. Les Américains bombardent activement le Japon afin de ralentir sa production industrielle, tout comme les Alliés l'avaient fait en Europe en bombardant l'Allemagne. Le coût en vie humaine, avant tout civile, est considérable. Entre 240 000 et 900 000 civils meurent sous les bombes américaines.
les constructions japonaises de l'époque étant essentiellement en bois et les Américains utilisant régulièrement des bombes incendiaires, les incendies achèvent de détruire ce que les bombes ont épargné. En mars, le bombardement répété de Tokyo fait à lui seul 100 000 morts. L'historien Kenneth Werrell commentera « L'un des raids aériens les plus meurtriers de tous les temps, surpassant Dresde, Hambourg et Nagasaki, d'une échelle comparable à Hiroshima, est certainement l'un des plus destructeurs. Le président Truman lance un ultimatum aux Japonais. La déclaration de Potsdam est rédigée lors de la conférence du même nom, au cours de laquelle Staline, Churchill et Truman se réunissent. Toutefois, ceux-ci ne mentionnent pas dans leur ultimatum l'existence de la bombe atomique. Nous appelons le gouvernement du Japon à prononcer aujourd'hui la capitulation sans condition de toutes les forces armées japonaises. Sinon, le Japon subira une destruction rapide et totale. Dans l'ultimatum, les Alliés exigent la reddition complète du Japon, l'instauration de la liberté d'expression, de pensée et de culte. Ils demandent également l'abdication de l'empereur, un élément historique important car à l'époque, le culte autour de l'empereur est grand. La population le considère comme un dieu vivant. En exigeant son abdication, les Alliés savent qu'ils auront un refus, ce qui justifiera l'usage de l'arme nucléaire, et ainsi démontrer aux Soviétiques leur puissance militaire. En réalité, le rôle de Hirohito durant le conflit n'est pas si évident. Certains historiens avancent le fait qu'il s'intéressait peu au conflit et qu'il aurait été influencé par ses dirigeants militaires. Toutefois, par exemple, il ne s'oppose en rien à l'attaque de Pearl Harbor. Il conservera donc un rôle ambigu durant tout le conflit. Lorsque les Américains lancent la première bombe atomique sur Hiroshima, les Japonais ne réalisent pas immédiatement l'ampleur de l'événement. Le nombre de morts est relativement similaire au bombardement qu'ils subissent depuis maintenant 2 ans. L'arme est nouvelle. Ils n'en connaissent pas les composants. À leurs yeux, il ne s'agit que d'une bombe de plus dans l'attirail ennemi. Little Boy est chargé à l'uranium-235. Fat Boy, qui sera largué sur Nagasaki, est chargé au plutonium-239. Les 2 bombes sont issues du projet américain nommé Manhattan, créé en 1939 par le président américain, après que celui-ci ait été alerté par une lettre d'Albert Einstein qui l'informa sur les recherches allemandes dans le domaine. Lettre écrite par 3 scientifiques réfugiés hongrois et signée de la main d'Einstein qui avouera peu avant sa mort avoir regretté d'avoir signé le document. Avant de lancer la 2e bombe atomique, les Américains lancent des tracts par avion pour sommer le peuple japonais de réaliser l'ampleur de la puissance nucléaire. Les Japonais, qui effectuaient également des recherches sur le nucléaire, avaient conscience des difficultés rencontrées lors de la conception d'une bombe. C'est pourquoi, alors que la ville de Hiroshima était détruite, ils recherchaient une autre cause que celle d'une bombe atomique. Les Américains avaient anticipé cela et avaient prévu de larguer une seconde bombe afin de convaincre les Japonais qu'ils en disposaient en suffisance. Une 3e bombe avait par ailleurs été conçue sur le modèle de Fat Boy et devait être larguée sur Tokyo si les négociations avec les Nippons n'aboutissaient pas. L'empereur doit faire face à une mutinerie interne. Une partie des dirigeants militaires veulent continuer le combat. Il finit par accepter la capitulation et s'adresse à son peuple par la radio qui entend sa voix pour la première fois, la voix d'un dieu. L'ennemi a mis en œuvre une bombe nouvelle d'une extrême cruauté, dont la capacité de destruction est incalculable et décime bien des vies innocentes. Si nous continuons à combattre, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement de la nation japonaise, mais encore l'extinction complète de la civilisation humaine. Alors que l'empereur signe la capitulation japonaise, les Alliés n'exigent plus son abdication. Lors de la rédaction de la nouvelle constitution japonaise, en 1946, son rôle d'empereur demeurera uniquement symbolique, ce qui fera de Hirohito le dernier dieu empereur. Alors qu'il formait avec Hitler et Mussolini l'une des 3 forces de l'Axe, l'empereur ne sera pas inquiété pour son rôle dans le conflit et restera empereur jusqu'à son décès en 1989. Si les Américains épargnent Hirohito, c'est dans l'espoir d'entretenir avec lui de bonnes relations et ainsi tirer avantage de la situation. Les généraux japonais, quant à eux, seront jugés par un tribunal de guerre et la plupart exécutés.
Mais les autres procès pour crimes de guerre seront écourtés et les coupables relâchés. Les démarches des Alliés pour préserver l'empereur furent critiquées. Selon l'historien John Dower, cette campagne menée à bien pour absoudre l'empereur de sa responsabilité à l'égard de la guerre ne connut aucune limite. Hirohito ne fut pas seulement présenté comme étant innocent de toute action formelle qui aurait pu le rendre susceptible d'une inculpation comme criminel de guerre. Il fut transformé en une icône sainte ne portant aucune responsabilité morale à l'égard de la guerre. Le commandant suprême des forces alliées, Douglas MacArthur, rencontre l'empereur et lui explique que les Alliés peuvent se montrer compréhensifs si celui-ci fait preuve d'une pleine et entière collaboration. La Seconde Guerre mondiale prend fin le 2 septembre 1945 et aura duré, à quelques jours près, 6 ans. L'usage de la bombe atomique fait encore débat. Le président Truman, qui avait donné son accord, était sans doute dans une position politique délicate. Il n'avait pas été élu à la présidence du pays. Il avait hérité du poste au décès du président Roosevelt. Il n'était pas tenu en haute estime par son entourage politique et ne disposait pas de la popularité de son prédécesseur. De plus, il se devait de justifier les 2 milliards de dollars engloutis par le projet Manhattan. L'historien André Caspi explique. Chacun jugera en son âme et conscience si Truman a eu raison ou tort, s'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour éviter le dernier massacre de la guerre, à condition de ne pas oublier que les Allemands et les Japonais eux-mêmes avaient déclenché le conflit, que les soldats alliés mouraient encore au début de l'été 1945 dans les îles du Pacifique et en Chine, que la découverte des charniers, des camps de concentration et des geôles japonaises dans la jungle n'incitait pas à la pitié envers les vaincus. Les retombées radioactives rendent les populations malades. Le journaliste du Daily Express, Wilfrid Burkett, commente: à Hiroshima, 30 jours après la première bombe atomique qui détruisit la ville et fit trembler le monde, des gens qui n'avaient pas été atteints pendant le cataclysme sont encore aujourd'hui en train de mourir mystérieusement, horriblement, d'un mal inconnu pour lequel je n'ai pas d'autre nom que celui de la peste atomique. Le docteur Katsube, qui survécut à la bombe, décrivit: ils perdirent l'appétit, leurs cheveux tombèrent, des taches bleuâtres apparurent sur leur corps, et ils se mirent à saigner, du nez, de la bouche, des yeux. Les symptômes étaient ceux d'une faiblesse généralisée et d'une avitaminose sévère. Nous leur avons fait des injections de vitamines, mais la chair se nécrosait autour du trou fait par l'aiguille de la seringue. Et dans tous les cas, le patient meurt. Nous savons que quelque chose a détruit leurs globules blancs, et il n'y a rien que l'on puisse faire. Une censure américaine s'installe après les bombardements. Les Américains confisquent les pellicules des journalistes japonais venus sur place constater l'ampleur des dégâts et les blessures sur la population. Il faut attendre les années 1960 et début 1970 pour que les images d'archives soient rendues publiques, après que le gouvernement japonais les ait réclamées à plusieurs reprises au gouvernement américain. En 1946, Truman crée l'Atomic Bomb Casualty Commission, ABCC, qui s'installe dans les locaux de la Croix-Rouge à Hiroshima. Les membres de cette commission réalisent des études sur les victimes des bombes, prélèvent des organes et rédigent des rapports qu'ils envoient à Washington. Les victimes serviront de cobayes aux scientifiques américains qui étudient les effets des radiations. Ils ne soignent pas les gens. Les médecins japonais, quant à eux, n'auront les résultats de ces études qu'en 1956, soit 10 ans plus tard. Mais au-delà de la guerre froide et de la course à l'armement nucléaire, un autre aspect intéresse les deux blocs: les connaissances acquises par l'Allemagne durant la guerre. Les Américains l'ont vite compris et lancent une vaste opération appelée Paperclip. L'objectif est de recruter plus de 1500 scientifiques allemands issus des complexes de recherche du Troisième Reich pour leur confier la direction de leurs différents programmes de recherche. Ces hommes, pour la plupart des nazis, vont alors poursuivre leurs recherches aux États-Unis, en étudiant notamment des armes chimiques chargées au zyklon B, le gaz ayant servi dans les camps d'extermination, et mettre au point des missiles balistiques sur base de leur connaissance des missiles V1 et V2. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés, surtout les Américains et les Britanniques, ont lancé de vastes campagnes de bombardement sur les villes allemandes, en renforçant leur aviation. À l'inverse, l'Allemagne privilégie son programme de missiles de croisière.
L'objectif est de bombarder à distance l'Angleterre pour ralentir l'effort de guerre et saper le moral des Anglais. En utilisant les missiles V1 puis V2, l'Allemagne voulait combler son infériorité dans les cieux. Dès 1934, l'Allemagne travaille sur ce projet. Plusieurs versions du V, fabriquées par la société allemande Fieseler, sont conçues, mais tous ne sont pas utilisés au combat. Des modèles de V pilotés furent également créés. Le pilote devait s'éjecter manuellement à 1 km de la cible. Étant donné le court laps de temps qu'il avait pour s'éjecter, l'opération s'apparentait à du suicide. Le prototype piloté fut abandonné. Des modèles lancés depuis un avion furent employés. Le moteur était un pulsoréacteur très bruyant. Le moteur, à court d'essence ou ayant atteint sa limite kilométrique, s'arrête et le V1 tombe. Un système imprécis qui fait souvent manquer sa cible au missile. 35 000 V1 sont construits et utilisés entre juin 1944 et mars 1945. Ils visent d'abord Londres et parfois Anvers. En réalité, la moitié des missiles construits seront détruits directement dans leurs usines par les bombardements alliés. Les engins sont fabriqués dans des usines souterraines par des déportés. Les missiles causeront plus de morts parmi les prisonniers qui les fabriquent que par les explosions à proprement parler. Par la suite, un nouveau modèle est conçu, le V2. 3000 seront tirés. Il pesait 13 tonnes, dont 800 kg rien que d'explosifs, et pouvait voyager à plus de 300 km. La stratégie de bombardement et l'efficacité des V2 étaient un échec militaire. Ils demeuraient imprécis et provoquaient des dégâts très relatifs, mais étaient avant tout une arme psychologique. Et alors, ce qu'on avait le plus peur, c'était les V1. Les V1, c'était le début des premières fusées. Mais le V1, lui, était encore très artisanal. Et alors, mais ça ressemblait déjà à une fusée avec un jet. Mais ça faisait un bruit infernal. Et ça faisait un bruit de casserole. Tant qu'on entendait le bruit, on descendait à la cave parce qu'on avait peur. Mais le moment le plus crucial, c'était le moment où le moteur s'arrêtait. Parce que quand le moteur s'arrêtait, le V1 tombait. Alors la charge explosive qui était énorme, c'était pire que des bombardements. Et alors on était à la cave, on faisait le gros dos en attendant. Et puis boum, on entendait qui tombait dans les environs. Il y en a un qui était tombé à pêche notamment. Donc ça s'est passé le 13 novembre en 1944, vers 18h. Et là, le V1 est tombé. Il y avait beaucoup de V1 qui passaient dans Pêche, Prégaude. Le V1 venait d'Allemagne. Ils étaient destinés à bombarder Paris et à partir de Couvain, le carburant commençait à manquer. Ça faisait beaucoup de bruit parce qu'à partir de ce moment qu'il n'y avait plus de carburant, ils allaient en planer jusqu'à Paris, mais il y avait des ratés, donc c'est ainsi qu'il y en a qui en sont tombés. En plus, maman disait toujours, on avait une peur terrible, on a toujours dit que c'était elle qui l'avait tiré. Mais bon, c'était ma chance, mais on était en train d'en passer parce qu'un V1, il est en tombé un aussi à Presgo, bien là dans le bois. Mais il faut voir les dégâts que ça pouvait faire. On était confrontés à la rigueur, quoi. Il n'y a rien à faire, nous, c'est peut-être un cas spécial. Dans les environs, c'est la seule maison qui a été détruite et on est pratiquement les seuls à avoir été confrontés à cette période. Les autres, mais comment je vais dire, les amis de l'école,
ne comprenaient pas ce qu'on avait passé, parce qu'il ne s'était rien passé après. Donc, sauf que, bon, ben, il y a eu Hitler qui est venu au bout du pêche, mais ça n'a pas eu d'influence sur la vie à Prégon. Et notre maison se situait au pied de la dernière côte de la rue Denis. Quand il y a le carrefour qui va vers Presco et compagnie, quoi. Donc on est juste au pied. Et là, il y a eu... Notre maison n'a pas été reconstruite. On a eu une énorme chance. Il n'y a pas eu de tués à part le bétail. Mais tout le monde, mes parents ont été légèrement blessés, ils ont eu des timbres éclatés, mais ils étaient dans la grange, occupés avec, je sais pas comment on faisait, du blé, et ils ont eu la chance qu'une grosse poutrelle s'est mise à travers et le toit est tombé, ils ont été protégés. Par contre, ma grand-mère était avec ma sœur dans la cuisine, et là, encore un coup de chance, ma grand-mère venait de lever ma sœur. Après l'accident, ben, il y avait un petit poil dans le grenier et il était tombé dans le lit de ma sœur. Ma grand-mère venait prendre ma sœur pour lui donner à boire, c'est la grosse radio qui était tombée dans le parc. Donc, il y a quand même eu un peu de chance dans l'ensemble. Mais une petite anecdote pour dire les effets d'une bombe. Derrière notre maison, il y avait un immense noyer. Et il y avait quelque chose qui flottait sur le haut du noyer. Un jour, il y en a un qui se décide et qui monte dans le noyer. C'était la veste de mon père. Donc, ils ont été déshabillés. Un moment, on disait, elle n'avait plus grand-chose sur elle. Mais c'est pour dire qu'est-ce qui peut se passer dans une explosion. Et puis après, les V2, ça c'était déjà une fusée beaucoup plus élaborée, on ne les entendait pas, donc on entendait parfois boum, et puis ils étaient beaucoup mieux téléguidés que les V1. Les V1 c'était artisanal, disons. Tous les V1 allaient vers l'Angleterre, hein. C'était à l'Angleterre, mais la plupart tombaient en cours de route, hein. Ils tombaient soit manque de carburant ou mal dirigés. C'était encore les premiers balbutiements. Et heureusement, parce que les V2, c'était déjà beaucoup plus élaboré et beaucoup plus dangereux. Hein. Beaucoup plus dangereux. À la fin de la guerre, les experts à l'origine de la conception des missiles sont recrutés par l'armée américaine ou soviétique. Arthur Rudolph, ancien nazi, membre du NSDAP depuis 1931 et membre de la SA, est recruté par les Alliés. Un rapport allié mentionne son nom et explique « 100% nazi, type dangereux, menace de sécurité ». Il est recruté par les Britanniques à la toute fin de la guerre pour mener l'opération Backfire, qui a pour objectif l'élaboration de missiles inspirés des V2, dont quelques exemplaires partirent bombarder l'Allemagne. Il fut ensuite recruté par un certain Werner von Braun, dans l'opération Paperclip. Werner est un gradé SS qui obtiendra la nationalité américaine en 1955 et qui jouera un rôle majeur dans la conquête spatiale. Il dirigera le centre de vol de la NASA durant de nombreuses années et participera à la création de la légendaire fusée Saturne V, qui emporta les Américains sur la Lune. Kurt Debus, un ancien nazi, est également recruté par les Américains. Il créera et deviendra directeur du Centre spatial Kennedy, poursuivra ses travaux et sera responsable du programme Mercury et Apollo, qui aboutira au premier pas de l'homme sur la Lune. Le bilan de la Seconde Guerre mondiale est terrible sur le plan humain. Les vies perdues, détruites, l'impact moral sur les populations.
les traumatismes que les gens devront supporter tout le restant de leur vie. Plus de 1 million d'enfants verront le jour issus de viols commis tant du côté allié que ennemi. L'Union soviétique, devenue ennemie de l'Allemagne, a supporté le plus gros effort de guerre. 53% des pertes militaires sont soviétiques. À titre de comparaison, les pertes de l'armée américaine sont de 1,3%, l'Allemagne 31%. En réalité, presque 60% des décès liés à la guerre sont des populations civiles. La Seconde Guerre mondiale marquera à jamais l'histoire de l'humanité. Ce documentaire s'inscrit dans le devoir de mémoire pour conscientiser les générations futures et perpétuer les souvenirs de cette époque.